La Ligue des Nations 2024-2025 se poursuit et reprend ses droits cette semaine. Souvent décriée, elle offre pourtant et parfois son lot de matchs chauds, politisés, crispés, mêlant football, sociologie, culture ou histoire. Depuis plusieurs années, Suisse-Serbie est devenu un rendez-vous sous haute tension entre les deux nations. Et ça tombe bien, les deux équipes se retrouvent ce samedi justement en Ligue des Nations. Confrontation et analyse de ce rendez-vous attendu générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur l'Arena. Je vous propose aujourd'hui un nouveau sujet, match tendu, parfois à risque. Vous savez, si vous me suivez, que c'est l'une des grandes thématiques de ma chaîne depuis le début, depuis novembre 2020. On approche d'ailleurs des 4 ans sur YouTube, ça passe vite. Et donc aujourd'hui, on va parler de la Suisse notamment. J'en profite pour saluer les copains suisses, 3e communauté de la chaîne. Je sais que certains me suivent depuis Delémont, depuis le Jura suisse, depuis Fribourg, Lausanne, Genève, Zurich, bref, un peu partout. Je vous fais donc un grand coucou et l'occasion de saluer aussi l'équipe nationale suisse qui a fait un grand euro et les tribunes suisses qui font de très belles choses. On en parlera sur la chaîne normalement cette saison. Avant qu'on commence à parler de ce Suisse-Serbie, ou plutôt Serbie-Suisse, puisque ce match aura lieu en Serbie le samedi 12 octobre, comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager votre avis, et puis bien sûr, vous abonner en cliquant sur la petite cloche. C'est gratuit, direction les 50 000, ce serait très cool qu'on atteigne ce cap incroyable d'ici la fin de 2024. On verra si ça va être possible, mais voilà, ce serait super cool en tout cas. N'hésitez pas parce que ça fédère la chaîne, ça permet de me faire grandir sur YouTube. Alors du fond du cœur, merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de faire tout ça pour l'Arena. Installez-vous bien au chaud, on est parti. Alors pour les non-initiés, pour ceux qui ne suivent pas forcément non plus le foot de nation, qu'est-ce que Serbie-Suisse fait dans les matchs un peu tendus? Parce que de prime abord, il n'y a rien qui fait que Suisse et Serbes sont opposés par l'histoire. On ne décèle pas d'antagonisme entre les deux camps. En fait, il va falloir étudier la structure sociale suisse et notamment sa population étrangère ou qui a immigré, ce qui va en fait nous ramener au final, in fine, aux tensions balkaniques. Et Serbie-Suisse, c'est devenu un match avec des précédents. Pour poser le cadre, il faut d'abord parler histoire et société. Donc la Suisse, petit pays en termes de superficie, au cœur de l'Europe, carrefour européen, c'est un pays qui a fait appel dans les années 60 à 80 à de la main-d'œuvre saisonnière, issue notamment d'Italie, mais aussi d'ex-Yougoslavie. Dans l'ex-Yougoslavie, vous aviez de très nombreux Albanais du Kosovo, mais aussi des Bosniaques, des Serbes ou des Croates qui venaient en Suisse. Mais la grande majorité, c'était des Albanais qui venaient d'abord dans le canton de Berne, selon une étude que je vous mettrai en description. Ça, c'est la première génération venue en Suisse. Un peu comme les Polonais, Italiens ou Maghrébins venus en France pour travailler durant les 30 Glorieuses, donc après la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle une main-d'œuvre de travail. C'était une immigration de travail. Et je sais très bien de quoi je parle, puisque moi-même, je suis issu de l'immigration italienne et polonaise, venue en Moselle pour travailler dans la sidérurgie ou dans les mines. La deuxième génération issue des Balkans qui est venue en Suisse, mais aussi dans d'autres pays européens d'ailleurs. Bon, c'est moins sympa, là ce sont des réfugiés politiques. Année 1990, année de guerre et de déchirement en Yougoslavie, et donc pour la population qui fuit les conflits et massacres. Les Albanais débarquent beaucoup en Suisse, en Allemagne, dans l'est de la France aussi. On les retrouve par exemple beaucoup le long des frontières. Les Croates, pareil, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, beaucoup. Mais vous avez aussi des Serbes ou des Bosniaques qui fuient les guerres. Bref, une nouvelle vague d'immigration. Et la Suisse accueille beaucoup de réfugiés et de demandeurs d'asile, notamment parce que certains ont déjà des parents ou de la famille sur place qui a pu s'installer lors de la première vague. Et la troisième vague, c'est celle en somme actuelle qui touche beaucoup de pays des Balkans, qui quittent le pays parce que les perspectives d'avenir ne sont pas forcément mirobolantes. C'est le cas par exemple de la Croatie qui se vide de nombreux jeunes, de l'Albanie, les Roumains aussi, qui partent par exemple beaucoup en Allemagne pour étudier ou pour travailler. C'est la raison pour laquelle on dit souvent de ces pays-là, donc Balkans et Balkans plus larges, qu'il y a un deuxième pays en dehors des frontières. La Suisse, c'est donc un pays très connecté politiquement aux Balkans parce que sa population étrangère ou immigrée, elle est liée à cette région et donc parfois aux tensions inhérentes à cette région.
En termes de chiffres, pour synthétiser ce que je viens de dire, pour résumer, aujourd'hui environ 500 000 personnes issues des Balkans ou d'origine balkanique vivent en Suisse, sur un pays d'un peu moins de 9 millions d'habitants, donc c'est environ 5% de la population totale. La moitié de ces gens, donc environ 220 000, sont des Albanais. C'est apparemment la deuxième communauté étrangère de Suisse après les Italiens, et un Albanais du Kosovo sur 10 vit en Suisse. Et puis je vous livre une petite anecdote, comme ça, moi j'habite pas très loin de la Suisse, j'ai souvent pris l'avion à l'aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg. Il y a un nombre de vols pour les Balkans qui est assez impressionnant. Zagreb, Rijeka, Belgrade, Zadar, Niš, Skopje, Tirana, Pristina. Voilà, c'est à noter. On le sent qu'il y a une communauté là-bas. Voilà pour les chiffres. Un peu globaux et statistiques, rajoutons à cela aussi une sorte d'implication politique suisse dans la région des Balkans occidentaux, ce qui est assez rare puisque la Suisse est réputée, vous le savez, pour sa neutralité séculaire et légendaire, mais la Suisse, elle s'est engagée dans un processus de reconnaissance du Kosovo dès le début des années 2000, elle s'est déclarée tout de suite très favorable pour l'indépendance du Kosovo, elle a aussi participé à une opération d'administration internationale du Kosovo dans les années 90, mais aussi en Bosnie, fournissant aide financière ou civile. Donc ça veut dire deux choses déjà. Primo, que c'est un pays un peu intimement lié à la région. Secondo, dont le positionnement a pu susciter certaines rancœurs, et concernant le Kosovo, notamment serbe. Bon, désolé si cette introduction était un peu rébarbative, un peu longue et assez éloignée du football, mais à mon sens, c'est essentiel pour comprendre le sujet. De toute façon, vous me connaissez, c'est ça l'esprit l'Arena. Alors, logiquement, quand vous avez une telle proportion d'Albanais dans le pays, issus de l'immigration, ça se ressent dans le football de club, mais également de sélection. Regardez l'effectif de l'équipe nationale suisse depuis les années 2000-2010. Milheim Raima, qui a été le premier Suisse d'origine albanaise à revêtir le maillot de la nation en 2004. Zemaili, d'origine albanaise de Macédoine. Pareil pour Admir Mehmedi. Berami, né à Mitrovice, dont les parents ont fui la région dans les années 90. Albert Bujanku, un peu inconnu au bataillon lui, mais il a fait 6 matchs pour la Nati, puis 6 matchs pour le Kosovo. Paitim Kazami, Shaqiri, bien sûr, peut-être l'exemple le plus connu. Granit Xhaka, pareil, très connu. Son frère Taulant, né en Suisse, lui a choisi de jouer pour l'Albanie. Ça avait donné lieu d'ailleurs à cette scène très cocasse de l'Euro 2016 en France, où les deux frères s'étaient affrontés. Tous ces joueurs-là, bon, alors sont soit quasi tous retraités, soit sur une fin de carrière en équipe nationale, mais il y a une nouvelle génération issue de l'immigration albano-kosovare qui arrive ou qui est déjà en place avec la Nati. Andy Zekiri, 25 ans, Ardan Jashari, 22 ans, Valmir Matoshi, 21 ans, Uran Bislimi, 25 ans, ou Albian Hadjari, 21 ans. 3 d'entre eux sont appelés avec les U21 prochainement pour les qualifs de l'Euro 2025 et Andy Zekiri comme Granit Xhaka sont dans la liste pour faire le déplacement en Serbie le 12 octobre prochain. Suisse-Serbie, c'est l'histoire de précédents en football et à chaque fois, sur la plus haute sphère internationale en Coupe du Monde. En 2018 en Russie, la Serbie et la Suisse s'affrontent pour un match de poule. Alors que la Serbie avait ouvert le score, c'est finalement la Suisse par Xhaka et Shaqiri qui va renverser la situation et s'imposer en toute fin de match. Que ce soit Xhaka sur l'égalisation ou Shaqiri au buzzer pour donner la victoire, les deux joueurs suisses d'origine kosovare célèbrent en mimant l'aigle albanais bicéphale, symbole national albanais devenu aujourd'hui symbole du nationalisme du pays dépassant le cadre des frontières étatiques et donc parfois synonyme de ralliement à la grande Albanie ethnique. On en avait déjà parlé de ce concept territorialiste et nationaliste. Bien évidemment, le match était tout trouvé pour célébrer de cette manière. Je crois que j'ai jamais vu Shaqiri et Xhaka refaire ce geste dans leur carrière. Ils l'ont fait pour ce match de Coupe du Monde contre les Serbes. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre, déjà la Fédé suisse elle n'a pas trop kiffé, le sélectionneur qui était alors Petkovic n'a pas apprécié non plus et la FIFA a ouvert des enquêtes pour célébration politique et inappropriée, les deux joueurs en étant par la suite sanctionnés d'amende. En Albanie et au Kosovo en revanche, voilà comment ça a été célébré, klaxons toute la nuit, défilés, chants, drapeaux exhibés. Voilà, on était très contents. Le président d'époque du Kosovo, président carrément, Hashim Thaçi, a même publié un tweet pour féliciter la victoire suisse et je cite « les deux enfants du pays, les deux buteurs ». En Serbie, bon, c'est clair que c'est pas du tout passé, la presse serbe a décrit même un scandale international. Le sélectionneur Mladen Krstajic avait lui-même demandé d'envoyer l'arbitre au tribunal de La Haye pour être jugé, estimant notamment avoir eu un penalty non sifflé. Tribunal de La Haye, référence au tribunal d'ex-Yougoslavie bien sûr. D'ailleurs, le sélectionneur disait même « là-bas, ils pourront le juger comme ils l'ont fait pour nous ». Fin de citation. C'est aussi le symbole d'une rancœur historique. Les Serbes majoritairement ne sont pas du tout en adéquation avec la justice des guerres d'ex-Yougoslavie.
La preuve, quand vous allez dans le centre de Belgrade, vous avez une banderole en anglais. Le seul génocide des Balkans était contre les Serbes. Bref, je m'écarte, mais voilà le climat un peu délétère qui régnait en 2018 autour de cette affaire, autour de ce match. 3 ans plus tard, automne 2021, il y a pile 3 ans d'ailleurs, nouvel incident, mais alors cette fois indirect. Alors que la Suisse venait de battre l'Irlande du Nord, je crois que c'était pour les qualifs du Mondial 2022, Shaqiri se présente après match et se voit revêtir par un supporter lambda dont on ne sait pas ce qu'il fait là ni comment il a atterri là, une veste de l'UÇK. L'UÇK, je le rappelle, c'est une organisation paramilitaire de nationalisme albanais qui a combattu contre les forces yougoslaves et serbes pour l'indépendance du Kosovo et le rattachement à l'Albanie dans la fin des années 90. C'est donc l'armée de libération pour les uns, des terroristes pour les autres. Souvenez-vous, on avait vu à l'Euro 2024 des emblèmes de l'UÇK en tribune, notamment à Francfort, dans une tribune suisse contre l'Allemagne. Alors je vous montre la scène en vidéo parce qu'elle est très importante. On voit le supporter qui débarque. Shaqiri, très surpris, il lui met la veste et là la réaction de Shaqiri elle est très bonne à mon sens. Il se rend compte tout de suite de ce qui lui a été mis et il la retire immédiatement. L'UÇK, bon, faut savoir que certains leaders de cette organisation ont été jugés et condamnés pour des crimes de guerre. Malheureusement, Shaqiri, qui sourit un peu gêné, pris de court à mon avis aussi par ce qu'il s'est passé, bon, a reçu pas mal d'injures. Les réseaux sociaux serbo-albanais, ils sont allés de bon train, félicitant le supporter, se chambrant, etc. Enfin bref, tout ça s'inscrit aussi dans le contexte plus large des incidents de 2014 à Belgrade entre Albanais et Serbes. On en avait parlé sur la chaîne dans cette vidéo sur la rivalité serbo-albanaise. En 2022, un an après cet événement, 4 ans après 2018, nouvelle Coupe du Monde au Qatar et une nouvelle fois, la Serbie et la Suisse se retrouvent dans le groupe avec une fois de plus Xhaka et Shaqiri, buteurs 4 ans plus tôt, titulaires. Grosse crainte en Suisse, notamment de tensions entre communautés balkaniques. Le souvenir de 2018 était encore vivace et il me semble d'ailleurs qu'il y a eu quelques tensions, notamment à Zurich, entre Serbes et Albanais. Le match Serbie-Suisse, en plus d'être le dernier match de poule, donc qui est ultra décisif pour la qualif en 8e, le vainqueur il se qualifie, s'inscrit aussi dans un contexte politique brûlant, puisque quelques jours avant ce match, on avait eu le fameux drapeau Nema Predaje visible dans le vestiaire serbe, donc pas de capitulation, donc qui est une rhétorique nationaliste serbe sur le Kosovo, et qui avait été donc accroché et visible dans le vestiaire de la Serbie, suscitant une nouvelle enquête de la FIFA. Le match débute et comme en 2018, Shaqiri fut buteur, auteur de l'ouverture du score. Sa célébration, un chute, vraisemblablement adressé vers le virage serbe qui était derrière le but. Pas d'autre chose à signaler sur le terrain, une victoire suisse 3-2 dans un match prolifique et assez fou, mais une tension palpable entre Xhaka et les Serbes, notamment avec Milenkovic et Milinkovic-Savic, et des provocations avec le banc serbe sur la fin de la rencontre. En Suisse, comme au Kosovo ou en Albanie, la nouvelle victoire de la Nati a été fêtée par les supporters albano-kosovars, comme en 2018 avec la même ivresse. Xhaka a également fait parler de lui à la fin de ce match de 2022 puisqu'il a enfilé à l'issue du coup de sifflet final le maillot de son coéquipier Ardon Jashari. Alors certains y ont vu un signe de réjouissance simplement à l'égard de son coéquipier, un signe d'amitié, ce que Xhaka a d'ailleurs justifié en disant qu'il n'y avait pas de connotation politique mais juste de la sympathie, mais d'autres y ont vu un vrai message politique. Parce que le nom Jashari, oui c'est le nom de son coéquipier, mais c'est aussi celui d'Adem Jashari, leader historique de l'UÇK, figure ultra populaire et héros national albanais. Bien sûr, côté serbe, c'est une figure jugée terroriste. Il avait d'ailleurs été abattu par les forces serbes à la fin des années 90. Donc, ça aussi, ça a été vu comme une nouvelle provocation de Xhaka. Pourquoi faire ça à ce moment-là, dans ce match-là, contre cet adversaire-là? Enfin bref, ça a beaucoup été relayé en Serbie, mais le joueur a continué à affirmer que c'était par sympathie pour son coéquipier et parce qu'il avait promis de mettre son maillot en cas de victoire. Voilà en somme le contexte et précédent des Serbies-Suisses. Alors en 2024, Shaqiri n'est plus là. Il a pris sa retraite internationale après l'Euro. En revanche, Xhaka est toujours là. Il jouera probablement samedi. Ce sera forcément à surveiller. Quel accueil va lui réserver le public serbe, les joueurs serbes qui se souviennent absolument du passé. S'il marque ou si son coéquipier Zekiri marque, que peut-il advenir? Bref, c'est l'exemple typique de questions qu'on peut se poser. Il y a aussi une donne importante sur ce match, c'est qu'il ne se joue pas à Belgrade, mais il se joue à Leskovac, dans un petit stade de 8000 places, donc qui est une ville du sud de la Serbie, qui n'est d'ailleurs pas très loin
du Kosovo. Je terminerai cette vidéo quand même par une réflexion sur la Suisse, sur les supporters suisses. J'ai discuté par le passé comme ça sur les réseaux avec des supporters suisses précisément sur ce match. Et des Suisses, je le précise, qui n'ont pas d'origine kosovare ou albanaise. Et ils m'ont exprimé un peu leur lassitude, le fait qu'ils en avaient marre de voir ce match ultra politisé, le fait qu'ils avaient l'impression d'être un peu dans une sorte de piège avec ce Serbie-Suisse, un piège où voilà, ils n'ont pas d'animosité particulière, mais ils subissent en fait un clivage, une histoire qui les dépasse, liée à l'histoire suisse, balkanique et à la démographie de leur pays. J'ai trouvé très intéressant de voir que ça en agaçait certains, voilà, parce qu'ils supportent leur équipe nationale, ils ne sont pas du tout impliqués dans ces rivalités et rancœurs, malheureusement, voilà. C'est un match très politisé, très attendu par certains et ça inonde en fait tout simplement le paysage footballistique suisse. On verra si ce rendez-vous de Ligue des Nations en 2024 ouvre une nouvelle page des tensions entre une partie de l'effectif suisse, une partie de la Suisse et la Serbie. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, toujours un plaisir de parler un peu Balkan sur la chaîne et match tendu, voilà, c'est un vrai plaisir, vous le savez si vous me connaissez bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner avec la petite cloche, commenter, partager. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette vidéo, ça me fera plaisir. Et puis voilà, on peut comme ça débattre, se connaître, se reconnaître. Vous savez très bien que je suis assez proche. Merci en tout cas à celles et ceux qui feront tout ça, qui soutiendront la chaîne. Rendez-vous très bientôt sur l'Arena pour la suite des aventures. Il y a plein de sujets géniaux qu'on va aborder. On va voyager également. Donc si vous avez aussi des idées de sujets, partagez-les en commentaire. Bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao, ciao.